Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, réfléchissons maintenant aux conséquences du théorème de Malamant, qui dit donc, rappelons-nous, que P delta égale 0, c'est-à-dire le projecteur pour la probabilité de trouver un objet donc le projecteur qui dit que l'état d'un objet est situé dans une certaine zone delta qui est fermée. Donc dans toute zone fermée, dire l'objet est dans cette zone correspond à un projecteur nul. Donc un objet n'est jamais entièrement localisé dans une zone fermée. Ça veut dire que tout objet est étendu, non borné. Il s'étend partout et n'est jamais entièrement localisé dans une zone fermée. Ça, c'est exactement la caractéristique d'un champ. Les champs sont non bordés, s'étendent partout, et donc ne sont jamais entièrement localisés dans une zone déterminée. Ça, c'est la conclusion de Malamant, qui, dans son article sur ce théorème, défend l'idée que les particules doivent être considérées comme des champs, et non comme des corpuscules. Donc, l'entité fondamentale n'est pas le corpuscule, mais le champ. Un autre effet important, c'est sur la mesure. Alors nous avons parlé de la mesure, et nous avons dit, on effectue une mesure, on a un résultat défini, bien précis, et on l'enregistre dans une certaine zone. Et on doit ensuite pouvoir localiser cet enregistrement pour pouvoir l'utiliser. Tout ça paraît évident. C'est la base même de toute recherche scientifique. On enregistre les résultats et on les réutilise pour analyse, par exemple. Mais cela implique l'existence d'un certain projecteur dans la région, d'un certain projecteur dans la région en question, permettant de dire tiens, mon enregistrement est là, par exemple, dans un ordinateur, sur une feuille de papier, il est là, dans ce coin-là, où je peux l'utiliser. Mais le théorème de Malamant dit que non, ce n'est pas possible, parce que c'est égal à 0. C'est d'autant plus gênant que c'est contraire à toute évidence. L'évidence même nous dit que, ben voilà, j'ai noté les choses sur une feuille de papier, elles sont là, pas autre part, donc Malamant doit se tromper. Si on devait rejeter certains postulats du théorème de Malamant, on serait bien embêté, parce que ça veut dire rejeter la relativité, ou rejeter l'idée que l'énergie d'un système doit être bornée, qu'elle ne peut pas être infinie. C'est donc sacrément énigmatique. D'autant que cette notion de résultat empirique enregistré, c'est la base même de la recherche empirique, de la recherche expérimentale. Et donc, c'est la base qui a servi à construire la mécanique quantique relativiste. Donc, elle se tire dans ses propres pattes avec ce théorème. Clifton a fait une analyse de cette situation et a dit si les particules sont des champs, alors ils ne sont jamais totalement localisés. Une particule, quelle qu'elle soit, n'est jamais entièrement localisée dans une zone fermée. Les champs s'étendent à l'infini. On peut avoir 99,9999% de chances de trouver l'enregistrement dans une zone donnée, mais jamais 100%. Si on se base sur l'analyse par les champs. Donc, la probabilité de trouver l'enregistrement dans la zone delta est inférieure à 100%. Et dans ce cas, la projection ne peut pas, disons l'objet est dans telle zone, ne peut pas être un espace borné. C'est délicat comme analyse, surtout que les observateurs humains doivent être inclus dans l'analyse, mais c'est possible.
ça pose quand même un problème. Parce que si on veut retrouver l'information dans la zone delta, même si elle a une probabilité très élevée, très proche de 100%, mais pas 100%, ça veut dire qu'il doit exister au moins un opérateur de recherche qui me dit « Je trouve mon information dans cette zone ». Au moins, après la mesure, je sais que mon information y est. Et on retombe sur les difficultés du théorème de Malamud qui dit « Ben non, dans ce cas-là, R delta doit être égal à 0 ». Et donc, on ne sait pas rechercher l'information. Ce qui est totalement absurde. Notons d'ailleurs que, alors comme je disais, il faut inclure les observateurs. Et là aussi, si on veut considérer que l'observateur est un endroit déterminé, on retombe sur cette égalité égale à 0, qui dit que non, on ne peut pas trouver l'observateur. Alors ça devient un peu kafkaïen, dans la mesure où on ne peut plus retrouver ces résultats, on ne peut pas retrouver les observateurs, on ne retrouve plus rien. Il existe toutefois une solution relationnelle. C'est de dire, en fait, je ne recherche pas l'information stockée dans l'absolu à un endroit donné, puisque cela dépend du référentiel, cela dépend de toute mesure. Je ne peux pas dire que je cherche l'objet à la position x égale 0, mais uniquement relativement à un référentiel donné, plutôt à un observateur donné. Donc, le projecteur pour trouver l'objet dans une zone delta fermée, mais non pas une zone précise, mais une zone relativement à l'observateur. Dans ce cas-là, le théorème de Malamud n'implique pas que ceci est égal à 0, parce que elle implique une zone de l'espace-temps de Minkowski considérée dans l'absolu, et non relativement à un observateur. C'est un problème analogue à l'invariance par difféomorphisme en relativité générale, où on ne peut pas considérer des coordonnées absolues et une position absolue d'un objet dans l'espace-temps, et les choses ne peuvent être considérées que relativement l'une à l'autre. C'est particulièrement criant en relativité générale, mais c'est vrai aussi en relativité restreinte, et donc ici, ce n'est que par rapport à un observateur qu'on peut parler d'une zone delta où trouver son enregistrement. Et dans ce cas-là, et c'est d'ailleurs logique, parce que si l'on effectue une translation, la physique est invariante, donc pas étonnant qu'on ne puisse pas trouver un objet à un endroit donné absolu. Tandis que si tout se déplace en même temps, ça reste relativement l'un à l'autre bien précis, bien fixé. Une telle approche est possible. Donc, avec un sens relationnel. C'est relativement à un observateur qu'il y a un sens à chercher l'objet dans une zone donnée. Notons que cela implique aussi que la réduction soit absolue. On ne peut pas dire que l'objet se résout, que l'état du système se réduit de manière absolue dans une région pour les mêmes difficultés. En tout cas, en mécanique quantique relativiste. Et donc, ce n'est que par rapport à un observateur qu'il y a un sens, par rapport à lui, relativement à lui, d'avoir une réduction. Et on retombe sur le fait que la réduction a un caractère qui est basé sur l'opinion, sur le fait que ce soit tel ou tel observateur qui examine les résultats. Ça ne simplifie pas les choses, bien sûr. Ça montre que c'est assez compliqué de comprendre le sens profond de la mécanique quantique et de la mesure. Ça montre aussi que pour bien comprendre la mécanique quantique, on n'a pas le choix. Il faut résoudre le problème de la mesure. Il y a une grande importance à comprendre la mesure en mécanique quantique et encore plus en mécanique quantique relativiste.
Et ça ne se limite pas qu'à retrouver les enregistrements, mais aussi à expliquer les résultats définis des mesures, qui n'ont pas été abordés ici. Et donc, c'est vraiment la clé de voûte de la compréhension. C'est le point sur lequel il faudra à un moment donné qu'on s'attaque. Voilà, pour le théorème de Malamud et ses résultats fort étranges, son résultat fort étrange, et ses conséquences. Comme je l'ai dit, dans sa démonstration, il fait appel à des outils de la logique formelle, la logique mathématique, et en particulier de la logique quantique. Et il n'est pas rare, dans des articles ou dans la vulgarisation, qu'on entende parler de logique quantique. Le terme est un peu à la mode. Il est vrai aussi que cette branche mathématique s'est fortement développée et est fortement utilisée. Elle est assez complexe, assez abstraite. Il est quand même intéressant de savoir ce que c'est. Donc dans la prochaine vidéo, je dirai quelques mots sur la logique quantique. Je vous remercie.